est passé très vite. Et donc, nous allons essayer de concentrer maintenant les présentations qui doivent être faites et qui doivent permettre très rapidement d'ouvrir le débat avec vous. Donc, je vais d'abord demander à Max Armanet de venir nous rejoindre. Il arrive, très bien, donc il viendra. Et puis, bon, sans perdre de temps, donc à Fernando de bien vouloir nous dire quelques mots sur Lisbonne, donc puisqu'il vient de cette grande et magnifique ville, et de nous dire en quoi lui-même considère la manière dont on peut, pour reprendre le thème, redonner la ville à ses habitants. Et peut-être aussi réagir, au fond, sur ce qui vient de nous être présenté, qui est, on l'a bien compris, un outil extraordinaire, et donc comment l'intégrer, comment intégrer cette démarche, si ça n'a pas été le cas déjà, dans nos préoccupations de politique, de gestion de la ville et de gouvernance de la ville. Fernando. Merci. Bonjour à tous, c'est un plaisir de vous revoir et d'être là à Paris et que ça fonctionne et que ça continue à être une ville fantastique. J'avais une petite question, j'ai beaucoup apprécié ce que vous avez présenté et surtout les différentes échelles, je trouve ça c'est très intéressant, surtout comme on peut voir après les impacts, etc. Il y a de toute façon une petite chose qui cloche là-dedans, c'est, vous avez plusieurs fois dit le respect pour l'esprit du lieu. Et moi, je trouvais plutôt une ville européenne avec des gens qui avaient un visage différent. Mais c'était la seule chose qui était différente par rapport au reste. J'aimerais bien, après, si vous avez le temps et l'intérêt, d'expliquer un petit peu comment vous avez eu cette approche pour voir l'esprit du lieu, c'est-à-dire qu'est-ce qui introduit des situations différentes au niveau de l'aménagement, au niveau de la conception même du système de mobilité, parce que le système de mobilité, c'est très attaché à la culture des gens. Hein. Comment vous avez, quels ont été vos interlocuteurs et comment vous avez traduit ça dans vos propositions? C'est une petite question que j'avais quand j'étais à regarder ça. Fernando, si tu parles de l'esprit du lieu, ça veut dire que c'est très sensible à Lisbonne de s'appuyer sur cet esprit du lieu. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur la manière dont justement cette relation s'établit entre les habitants et le lieu dans lequel ils vivent? Et voilà, parce que normalement, dans des grandes villes, il y a toujours, et surtout dans des villes qui ont vécu un processus de migration de différentes parties du monde en plus, pas uniquement du rural qui vient à la ville, mais aussi de différentes parties du monde, surtout après la révolution démocratique de 1974 et avec les indépendances des colonies, il y a pas mal de gens qui sont retournés à Lisbonne, et d'autre part parce que aussi Lisbonne a toujours été une porte d'entrée, par exemple pour les Brésiliens vers l'Europe, et même pour certains Européens de l'Est qui faisaient du Portugal et de Lisbonne sa première étape pour après entrer dans des pays plus développés. Il y a des quartiers à Lisbonne où dans les écoles on trouve 50, 70 différentes nationalités dans l'école primaire. Paula Marx, après, elle va certainement présenter quelques projets qui existent dans la ville de Lisbonne, d'intégration de ce genre de personnes, de diversité énorme du point de vue culturel. Et ça pose des questions, c'est comment, d'une part, on peut intégrer et on peut faire que ces gens se sentent à l'aise, et d'autre part, qu'on conserve un peu quels sont les traits caractéristiques d'une ville médiévale et occidentale qui a des rapports avec l'extérieur, l'espace public, etc., assez différents par rapport à ce qui se passe dans d'autres situations.
Et ça, je pense que c'est quelque chose d'important parce que, notamment quand on parle au niveau de l'aménagement de l'espace public et d'introduction des modes de transport, il faut faire attention à ça. Comment les gens habitent l'espace public, comment les gens comprennent les différentes priorités à donner aux différents modes de transport. Et parfois, il y a des solutions qui sont parfaitement assimilées dans l'Europe du Nord, par exemple, en ce qui concerne les piétons, les cyclistes, etc., que ce n'est pas du tout la même chose à Lisbonne, au moins pour l'instant. Hein. Est-ce qu'il y a des processus qui existent? Est-ce que, justement, cette relation avec les citoyens s'établit d'une manière organisée et laquelle? Donc, j'imagine bien sûr que c'est le cas, mais comment est-ce que cette relation avec ces habitants, dans leur diversité, permet à la fois cette approche collective dont tu nous parles, et cette identité collective, et puis l'individualisation dont on a parlé ce matin? Oui. Je pense que ça exige une proximité très très forte au niveau de la relation entre l'administration, si on peut dire comme ça, ou des institutions, parce que parfois il y a beaucoup plus d'institutions qui travaillent ensemble à côté de l'administration, et les représentants locaux, soit les différentes nationalités, les différentes gens s'organisent d'une façon un peu différente. Hein. Selon leur culture, parfois il y a des gens qui représentent soit religieux, soit du point de vue professionnel, soit du point de vue culturel, qui sont les vrais leaders de la communauté. Et parfois il faut s'approcher en premier lieu de ce genre-là. Mais est-ce que les vrais leaders ne sont pas déjà les politiques qui représentent les citoyens, non? Je crois qu'il y a, à mon avis, je crois qu'il y a là une certaine... il y a différents layers, comme on dit dans les systèmes d'information géographique. C'est-à-dire qu'il y a une représentation politique, et bien sûr, les gens ils s'engagent là-dessus, qui sont proches, etc. Mais après, il y a d'autres niveaux de pouvoir qui est reconnu du point de vue social, du point de vue de la citoyenneté, qui peut ne pas avoir une traduction politique directe. Et il faut travailler ensemble. Et c'est ça, je crois que les expériences qu'on a eues à Lisbonne, celles qui ont très bien marché, c'est quand on a réussi à travailler ensemble à ces différents niveaux, c'est-à-dire avoir les agents politiques, les représentants politiques très proches des citoyens et en même temps établir si on peut dire, des espaces de discussion, de débat, même de confrontation parfois, avec les représentants de la population de différents niveaux, soit au niveau d'associations de quartier, soit au niveau de leaders naturels pour certaines groupes de citoyens, d'associations ONG, NGO, des associations même religieuses, des associations d'assistance sociale, c'est très important. Est-ce que cette démarche est institutionnalisée ou elle est au cas par cas, ou elle se façonne ou s'organise de manière éphémère? Le mot a été prononcé tout à l'heure autour d'un projet. Ou est-ce que c'est plus sur la construction de la ville? Ou, dernière question, est-ce que c'est à différentes échelles, au fond, différents modes d'organisation? Et voilà, ça c'est une chose que j'avais notée, j'avais pensé de parler d'autres choses, mais bon, mais de toute façon, non. De toute façon, j'avais noté justement des problèmes d'échelle de participation, parce que parfois, on met sur le parapluie participation beaucoup de choses différentes. Je crois que Paula, elle peut parler beaucoup plus que moi sur cette façon de travailler là-dessus. À mon avis, et ça c'est une opinion très personnelle, ça dépend énormément de la personne qui, dans certains moments, assume le poste d'adjoint au maire et d'élu. Comme vous le savez, à Lisbonne, on a une espèce de coalition
pour gouverner la ville. Et dans cette coalition, il y a le Parti socialiste qui est le dominant, mais il y a deux groupes de citoyens qui ont fait la coalition. Il y a des groupes de citoyens auxquels j'appartiens, comme l'adjoint au maire. Il s'appelle Citoyens pour Lisbonne, c'est-à-dire on a dit que notre programme c'était de faire autrement, de faire avec les citoyens, de donner la capacité des citoyens développer leurs propres solutions, de empowerment comme on dit en anglais. Et alors là c'est un peu la matrice comment on agit. Mais il y a d'autres adjoints au maire qui ont une vision complètement différente, qui travaillent plutôt au niveau institutionnel, qui fassent pas une participation à niveau égal. C'est-à-dire, pour eux, la participation, c'est plutôt une question d'informer les citoyens. Et par exemple, ce genre d'outils sont très importants. C'est-à-dire, je trouve ça absolument essentiel pour déclencher une discussion. C'est-à-dire, bon, on montre les différentes alternatives, on en forme, on peut aller, comme on a vu, très loin au niveau des impacts que chaque solution implique, quelles sont les conditions préalables pour que chaque solution puisse se développer, quel est son coût, etc. Ça, je trouve absolument important. Mais ça, je dis que c'est une première étape. C'est-à-dire, une administration moderne, elle doit, soit de droite, de centre, de gauche, peu importe, elle est obligée de le faire. Aujourd'hui, on ne peut pas faire autrement. On est obligé d'informer et d'informer d'une façon le plus claire possible, le plus accessible possible et le plus honnête possible. Après, il y a une deuxième étape, c'est ausculter, je ne sais pas si on dit ausculter, écouter les gens. Oui. Bonjour. Écouter les gens, c'est-à-dire quelle est la réaction des gens à ce qu'on les présente, quelles sont les ambitions, les problèmes qu'ils ont, quelles sont les possibilités de solutions qu'ils imaginent, quoi que ce soit. Alors ça, c'est une deuxième étape, c'est déjà une étape de participation publique, je dis, un peu plus forte, si on peut dire. C'est quelque chose que si on organise bien, si on le fait dans des petits groupes, dans des grandes assemblées, ça dépend des échelles. La présentation, je l'ai trouvée super bien quand elle a mis les 3 échelles où normalement on peut discuter ce genre de truc, c'est-à-dire une échelle qui est beaucoup plus stratégique, de vision, d'ambition pour le futur, une échelle qui est beaucoup plus au niveau du quartier, de la ville, de l'aménagement du design urbain, de l'espace public, etc. Et après une échelle au niveau du piéton où les gens peuvent s'imaginer à vivre dans un certain endroit. Et bien sûr, à ces différentes échelles, on discute avec différents acteurs ou d'une façon différente avec les différents acteurs, c'est-à-dire je peux discuter la vision avec des grandes assemblées populaires, etc., mais on n'espère pas d'y avoir une réaction au niveau de propositions d'alternatives, sauf si les gens sont déjà organisés avec des appuis techniques qui le permettent de discuter à ce même niveau. Mais ça, on le fait dans des assemblées beaucoup plus restreintes, si on peut le dire comme ça. Et finalement, il y a la participation qui est en processus dialectique de construire ensemble une solution. Déjà, et tout d'abord, de trouver quels sont les vrais problèmes et quelles sont les priorités qu'on doit aménager, et on doit se mettre d'accord là-dessus, parce qu'il y a différentes visions, il y a différentes préoccupations entre les gens, et après, commencer à discuter les solutions possibles et trouver une solution dans un esprit de compromis, parce que normalement en ville, c'est pas du tout normal et ce n'est pas du tout facile de construire des consensus. Je suis beaucoup plus pour le compromis que pour le consensus, parce que normalement le consensus, ça baisse la qualité de la solution. Le compromis, c'est quelque chose que quelqu'un sait très bien qu'est-ce qu'il doit perdre pour gagner ce qu'il trouve fondamental.
Très bien. Et là, c'est là.